même temps c'est un peu plus propre que mes intros en mode ouais salut ça va. Euh, Vous avez tous lu le titre, hein. Aujourd'hui je vais lire un petit peu de Harry Potter. Euh, donc ouais, juste avant ça, j'ai écouté vos retours, j'ai fixé le bruit. Bon, la qualité de l'image par contre, vraiment c'est pour votre bien que je mets pas de la 4K. Parce que je suis pas vraiment un ASMR artiste classique de type fille dans la vingtaine, plutôt bien foutu. Donc, croyez-moi, ça vous arrange que je sois relativement pixelisé. Euh, D'ailleurs, dans les commentaires, vous avez remarqué que j'aimais bien My Hero Academia. Je ne sais pas ce qui vous a mis sur la piste, mais vous êtes de fins observateurs. Alors, donc je vais lire le premier tome d'Harry Potter, prendre une vidéo évidemment. Comme vous avez pu le remarquer, à mon avis, je suis d'une certaine maison, mais maintenant, je laisse vos dons de détective le voir par vous-même. Alors, Serpentard, introduction, 2 points. Alors, juste matez-moi les illustrations de ce bouquin, absolument incroyable. C'est l'édition des 20 ans en fait de Harry Potter. Ça a quand même un peu plus de gueule que les victimes de Giboufsouffle, hein, c'est clair. En même temps, quand on enseigne c'est un blaireau, faut pas s'étonner d'être une victime toute ta vie. Bref, on a une petite présentation en fait de ce qu'est la maison Serpentard avec notamment son créateur, Salazar. D'ailleurs, il me semble que Salazar, ça vient du Portugal. Genre un mec un peu borderline portugais, il me semble. Sans certitude, je sais plus. Donc voilà. Donc on va lire un petit peu du coup. Alors, bienvenue dans la maison la plus ambitieuse de Poudlard. Les Serpentards sont fiers d'être issus d'une lignée de sorciers respectés et parfois redoutés. Redoutés, ils ont jamais fait un deuxième Hitler, quoi. Je veux dire, y a rien de grave, quoi. Alors, qui se sont toujours efforcés d'être les meilleurs et de gagner en toutes choses. Ouais, vive le génocide, c'est bien. Salazar Serpentard, le sorcier fondateur de la maison, recherchait les élèves les plus rusés et préférait les sorciers de sang pur. Vraiment, la comparaison avec Hitler va être constante, donc désolé. C'est ça les Serpentards, hein, qu'est-ce que vous voulez? Faut juste que je retrouve la ligne où il était. Serpentard est une maison qui aide ses élèves à accomplir leur potentiel en matière de grandeur, en raison de la valeur que ses membres accordent à l'ambition. Nombre d'entre eux cherchent le pouvoir et l'influence. Ce serait pas un bruit de fond que j'entends là? Ce serait pas vraiment un bruit de fond là? Attendez. Putain de sa mère la pute. Mais ouais, c'est un bruit de fond. Ok, en fait, ça c'est mon congélateur en fait. Ouais, bon, je vais pas crever non plus donc je vais pas les éteindre, mais. Du coup, je déménagerai, promis. C'est leur nature de compétiteurs féroces qui leur a donné l'énergie nécessaire pour remporter pendant 6 années consécutives la Coupe des 4 maisons, jusqu'à l'arrivée de Dumbledore qui donnera des points au Gryffondor pour des raisons évidemment valables. Je sais plus où j'en étais. La série TikTok ininterrompue pendant la plupart. Les Gryffondor à la fin de leur première année de Harry Potter. Oui, jusqu'à. Ok, en gros, jusqu'à Harry Potter, en fait, ils avaient tout le temps gagné, en gros. Ok. En fait, Harry Potter, c'est un mec qui est low boosté, en fait. C'est un peu triste. Mais bon, c'est comme ça. Bon, ça parle des reliques, des armoiries, des fantômes de la maison. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, quoique. En vrai, si. Vas-y, tu sais quoi, je vais quand même les lire parce que, au fond, l'histoire, on la connaît quand même tous. Si vous la connaissez pas, sérieusement, sortez de chez vous. Donc, je vais tout vous lire en vrai.
préféré de tous les temps vient de Serpentard. Bien que de nombreux sorciers maléfiques de sinistre mémoire aient commencé dans cette maison, il est important de se rappeler que tous les Serpentards ne sont pas des adeptes de la magie noire. Des sorciers d'une bravoure et d'une noblesse exceptionnelles sont issus de leur rang. Severus Rogue, directeur de la maison, mena un double jeu très périlleux afin d'infiltrer le cercle rapproché de Voldemort, ce qui l'amena à sacrifier sa fille pour une cause chère à son cœur. Mais c'est le tome 1, les gars. Je troll pas. C'est le putain de tome 1, ils viennent littéralement de spoiler la 4ème page. Mais vous êtes des merdes. Mais heureusement que je l'avais lu, quoi. Enfin, ils ont spoilé leur livre, tu sais. Ok, ben nice. Alors, ce qui leur permettra d'infiltrer le cercle rapproché de Voldemort, ce qui l'amena à sacrifier sa vie pour une cause chère à son cœur, blablabla. Il n'est que l'un des nombreux grands sorciers ayant suivi les traces de Salazar Serpentard. La fierté des Serpentards. Ce serait une erreur de croire que les Serpentards sont toujours dans le mauvais camp de l'histoire de la sorcellerie. Au cours de la bataille de Poudlard, le professeur McGonagall avait sommé le professeur Slughorn et la maison des Serpentards de décider de quel côté pencherait leur loyauté. Elle avait pensé qu'ils abandonneraient le château de Poudlard pour sauver leur vie. Mais après avoir apparemment quitté l'école, Slughorn était revenu avec des renforts, dans un moment particulièrement révélateur de la sagacité et de la ruse de la maison des Serpentards. Des combattants, de plus en plus nombreux, montaient à l'assaut, grimpant 4 à 4 les marches de pierre à l'entrée du château, et Harry vit Charlie Weasley passer devant Horace Slughorn. Je dis Slughorn depuis tantôt, je pense. J'inverse toujours ce putain de prénom. Toujours vêtu de son pyjama vert émeraude. Apparemment, il était revenu à la tête des familles et des amis de tous les élèves de Poudlard qui étaient restés pour se battre, rejoints par les commerçants et les résidents de Préolard. Payne, Ronan et Macorian, les centaures, firent irruption dans le hall dans un grand martèlement de sabots, pendant que, derrière Harry, la porte des cuisines était soudain arrachée de ses gonds. Bah ouais, c'est pas un lâche, c'est cool. En même temps, ils savaient que c'était mort, je veux dire, au bout d'un moment, il y avait la plupart des Horcruxes qui étaient morts. C'était évident en fait que les Serpentards allaient retourner leur veste. Salazar Serpentard, fondateur de la maison. Salazar Serpentard était un puissant sorcier qui savait parler le fourche-langue, la langue des serpents, un don qu'il avait transmis à certains de ses descendants. Serpentard était un partisan notoire de la suprématie des sangs purs et pensait que seuls les sorciers dont la pureté du sang était garantie devaient être admis à Poudlard. C'est pas mon congélateur, c'est encore mes connards de voisins qui font une putain de machine à lessive à 3h30 du matin. Voilà, si jamais vous voulez l'info. Ce fut cette conviction qui provoqua une dispute avec son grand ami, Godric Gryffondor, autre fondateur d'une maison de Poudlard, et entraîna son départ de l'école. Une légende courait selon laquelle Serpentard avait aménagé à Poudlard une chambre secrète dans laquelle il fouettait la plupart des... Dans laquelle habitait un monstre qui allait débarrasser l'école des sans-mêlés et des sorciers nés moldus. Cette chambre ne pouvant être ouverte que par l'héritier authentique de Salazar Serpentard. Lors de la 2e année de Harry Potter à Poudlard, la légende se révéla vraie. Les reliques de la maison. La bague de Salazar Serpentard, grossièrement façonnée, est constituée d'un anneau massif en or sur lequel est sertie une grosse pierre noire. Elle fut transmise dans la lignée au sang pur de Serpentard à Marvolo Gaunt, qui la légua lui-même à son fils, Morfinn Gaunt. Voldemort vola la bague à son oncle Morfinn et le transforma en l'un de ses Horcruxes. Le médaillon de Serpentard est en or massif gravé d'un S en forme de serpent. Oui, non, mais par contre, je les adore, mais ils sont un peu clichés. Lui aussi fut transmis par les ancêtres de Serpentard à la famille Gaunt. Mérope Gaunt, la mère de Lord Voldemort, le vendit pour 10 galions à Caractacus Burke, l'un des fondateurs de Barjoenburg. Lui-même le revendit à
serpent argenté. On ne s'y attendait pas d'ailleurs, venant des Serpentards, hein. Chatoyant et puissant, choisi en raison des affinités de Serpentard avec ces reptiles. Les couleurs de la maison sont le vert et l'argent. Fantôme de la maison, le baron sanglant. Il a de grands yeux au regard fixe et un visage émacié. Sa robe est constellée de taches de sang argentées et il porte une chaîne qu'on entend cliqueter. Le baron sanglant s'est donné la mort. Dans un accès de rage, il a poignardé celle qu'il aimait, puis submergé par le remords, a retourné le couteau contre lui. Le baron sanglant est écrasé par la culpabilité et le regret d'avoir tué sa bien-aimée. Ses chaînes sont un signe de sa pénitence. Il est également la seule personne morte ou vivante qui puisse contrôler Pivès, je sais jamais si on dit Piv ou Pivès, l'esprit frappeur, et l'endroit qu'il aime le plus hanter est la tour d'astronomie. C'est horrible parce que j'entends vraiment leur putain de machine à lessiver. Alors si je retire les écouteurs, je l'entends pas parce que le micro le capte. Enfin, parce que justement le micro le capte. Mais du coup, si je retire, mes oreilles captent pas le bruit de la machine à lessiver. Vous n'hésiterez pas à leur dire de les se faire mettre à mes chers voisins. Tandis que voici une autre illustration du château de Poudlard. Évidemment, c'est pas le château de Disney, vous vous en doutez bien. Hop, voilà. C'est joli, hein. Ouais. Oui, je sais, on dirait que c'est un gamin de 5 ans qui l'a fait, mais bon. Non, en vrai, elle est belle, en vrai. Ça va. Un petit peu grossière, mais ça va quoi. Ah, la machine est terminée. Bientôt. Bref. Chapitre 1. Le survivant. Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au 4 Privet Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Juste à quel moment c'est normal d'être fier d'être normal? Je veux dire, je suis un gars relativement normal. Oui, ok, bon, je suis dans un micro à 3h36 du matin, mais de base, je suis désolé, je suis un mec normal, je me revendique pas normal pour me prouver que je suis normal, quoi. Enfin, bref, ils sont un peu débiles. Merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'ils puissent se retrouver impliqués dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux. Il n'avait pas de temps à perdre avec des sornettes. Monsieur Dursley, dirigeant de la Grunnings, une entreprise qui fabriquait des berceuses. C'était un homme grand et massif qui n'avait pratiquement pas de cou, mais possédait en revanche une moustache de belle taille. Ça me rappelle quelqu'un, une moustache de... Bref, c'est pas la même histoire. Madame Dursley, quant à elle, était mince et blonde, et disposait d'un cou 2 fois plus long que la moyenne, ce qui lui était fort utile pour espionner ses voisins, en regardant par-dessus les clôtures des jardins. Les Dursley avaient un petit garçon prénommé Dudley, et c'était à leurs yeux le plus bel enfant du monde, parce que l'amour rend aveugle. Les Dursley avaient tout ce qu'ils voulaient. La seule chose indésirable qu'ils possédaient, c'était un secret dont ils craignaient plus que tout qu'on le découvre un jour. Si jamais quiconque venait à entendre parler des Potter pendant que mon ventre grogne, car il est 3h37 du matin désormais et j'ai très faim, ils étaient convaincus qu'ils ne s'en remettraient pas. Madame Potter était la sœur de Madame Dursley, mais toutes deux ne s'étaient plus revues depuis des années. En fait, Madame Dursley faisait comme si elle était fille unique, car sa sœur et son bon à rien de mari étaient aussi éloignés que possible de tout ce que faisaient les Dursley. Les Dursley tremblaient d'épouvante à la pensée de ce que diraient les voisins si par malheur les Potter se montraient dans la rue. Ils savaient que les Potter, eux aussi, avaient un petit garçon, mais ils ne l'avaient jamais vu. Son existence constituait une raison supplémentaire de tenir les Potter à distance. Il n'était pas question que le petit Dudley se mette à fréquenter un enfant comme celui-là. Lorsque monsieur et madame Dursley s'éveillèrent, au matin du mardi où commençait l'histoire, il faisait gris et triste, et rien dans le ciel nuageux ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire dans tout le pays. Monsieur Dursley fredonnait un air en nouant sa cravate, la plus sinistre pour aller travailler, et madame Dursley racontait d'un ton badin les derniers potins du quartier en s'efforçant d'installer sur sa chaise de bébé le jeune Dudley, obèse, gros et moche, qui braillait de toutes les forces de ses poumons.
8h30, M. Dursley prit son attaché-caisse, déposa un baiser sur la joue de Madame Dursley et essaya d'embrasser Dudley, mais sans succès, car celui-ci était en proie à une petite crise de colère et s'appliquait à jeter contre les murs de la pièce le contenu de son assiette de céréales. Sacré petit bonhomme, gloussa M. Dursley en quittant la maison. Quel sacré petit fils de pute! Il monta dans sa voiture et recula le long de l'allée qui menait à sa maison. Ce fut au coin de la rue qu'il remarqua pour la première fois un détail insolite. Un chat qui lisait une carte routière. Pendant un instant, M. Dursley ne comprit pas très bien ce qu'il venait de voir. Il tourna alors la tête pour regarder une deuxième fois. Il y avait bien un chat tigré assis au coin de Privet Drive, mais pas la moindre trace de carte routière. Il ne vous posez pas la question de où elle planquait la carte routière. Vous n'avez pas envie de savoir. C'est magique. Qu'est-ce qui avait bien pu lui passer par la tête? Il avait dû se laisser abuser par un reflet du soleil sur le trottoir. Monsieur Dursley cligna des yeux et regarda fixement le chat. Celui-ci soutint son regard, tandis qu'il tournait le coin de la rue et s'engageait sur la route. Monsieur Dursley continuait d'observer le chat dans son rétroviseur. L'animal était en train de lire la plaque qui indiquait Privet Drive. Mais non, voyons, il ne lisait pas, il regardait la plaque. Les chats sont incapables de lire des cartes ou des écriteaux. Monsieur Dursley se ressaisit et chassa le chat tigré de son esprit. Durant le trajet qui le menait vers la ville, il concentra ses pensées sur la grosse commande de berceuse qu'il espérait obtenir ce jour-là. Mais lorsqu'il parvint aux abords de la ville, quelque chose d'autre chassa les perceuses de sa tête. Assis au milieu des habituels embouteillages du matin, il fut bien forcé de remarquer la présence de plusieurs passants vêtus d'une étrange façon. Ils portaient des capes. Monsieur Dursley ne supportait pas les gens qui s'habillaient d'une manière extravagante. Les jeunes avaient parfois de ces accoutrements. Il pensa qu'il s'agissait d'une nouvelle mode particulièrement stupide. Il pianota sur le volant de sa voiture et son regard rencontra un groupe de ces olibrieux qui se jetaient des choses à l'oreille d'un air surexcité. Monsieur Dursley s'irrita en voyant que deux d'entre eux n'étaient pas jeunes du tout. Cet homme là-bas était sûrement plus âgé que lui, ce qui ne l'empêchait pas de porter une cape vert émeraude. Quelle impudence! Monsieur Dursley pensa alors qu'il devait y avoir une animation de rue. Ces gens étaient probablement là pour collecter de l'argent au profit d'une œuvre quelconque. Ben ouais les gars, c'était déjà le Z-Event à l'époque. Ce ne pouvait être que ça. La file des voitures se remit en mouvement, et quelques minutes plus tard, M. Dursley se rangeait dans le parking de la Grunnings. Les perceuses avaient repris leur place dans ses pensées. T'as n'empêche, j'imagine, t'es obèse, ta femme est moche, ton enfant est colérique. Et toi, tu vends des perceuses, quoi. C'est triste. Il n'y a plus de bruit. Eh, je vous avais dit que ça allait se terminer, la machine. Dans son bureau du 9e étage, M. Dursley s'asseyait toujours dos à la fenêtre. S'il en avait été autrement, il aurait sans doute eu un peu plus de mal que d'habitude à se concentrer sur ses perceuses. Il ne vit pas les hiboux. Il ne vit pas les hiboux. Attendez, j'ai perdu ma ligne. Il ne vit pas les hiboux qui volaient à tire-d'aile en plein jour. Mais en bas dans la rue, les passants, eux, les voyaient bel et bien. Bouche bée, ils pointaient le doigt vers le ciel, tandis que les rapaces filaient au-dessus de leur tête. La plupart d'entre eux n'avaient jamais vu de hibou, même la nuit. M. Dursley cependant ne remarqua rien d'anormal, et aucun hibou ne vint troubler sa matinée. Il réprimanda vertement une demi-douzaine de ses employés, passa plusieurs coups de fil importants et poussa quelques hurlements supplémentaires. Il se sentit d'excellente humeur jusqu'à l'heure du déjeuner, où il songea qu'il serait bon de se dégourdir un peu les jambes. Il traversa alors la rue pour aller s'acheter quelque chose à manger chez le boulanger d'en face. Les passants vêtus d'une cape lui étaient complètement sortis de la tête, mais lorsqu'il en vit à nouveau quelques-uns à proximité de la boulangerie, il passa devant eux en leur lançant un regard courroucé. Il ignorait pourquoi, mais il le mettait mal à l'aise. Ceux-là aussi jetaient d'un air surexcité, et il ne vit pas le moindre boîte destinée à récolter de l'argent. Quand il sortit de la boutique avec un gros beignet enveloppé dans un sac, il entendit quelques mots de leur conversation.
c'est ça, c'est ce que j'ai entendu dire. Oui, leur fils, Harry. Monsieur Dursley s'immobilisa, envahi par une peur soudaine. Il tourna la tête vers les gens qui chuchotaient comme s'il s'apprêtait à leur dire quelque chose, mais il se ravisa. Il traversa la rue en toute hâte, se dépêcha de remonter dans son bureau, ordonna d'un ton sec à sa secrétaire de ne pas le déranger, saisit son téléphone et avait presque fini de composer le numéro de sa maison lorsqu'il changea d'avis. Il reposa le combiné et se caressa la moustache. Ce n'est pas une métaphore. Il réfléchissait. Non, décidément, il était idiot. Potter n'était pas un nom si rare. On pouvait être sûr qu'un grand nombre de Potter avaient un fils prénommé Harry. Et quand il y repensait, il n'était même pas certain que son neveu se prénomme véritablement Harry. Il n'avait même jamais vu cet enfant. Après tout, il s'appelait peut-être Harvey ou Harold. Il était inutile d'inquiéter M. Dursley pour si peu. Toute allusion à sa sœur le mettait dans un tel état. Attendez. Ah non, Madame Dursley. Ok, j'étais en mode, attends, mais c'est pas... Lily, c'est pas la sœur au gros tas, quoi. Non, non, j'ai mal lu, my bad. Et il ne pouvait pas lui en vouloir. Si lui-même avait eu une sœur comme celle-là. Mais enfin, quand même, tous ces gens vêtus de cape. Saltimbanque. Cet après-midi-là, il lui fut beaucoup plus difficile de se concentrer sur ses perceuses. Et lorsqu'il quitta les bureaux à 5 heures, il était encore si préoccupé qu'il heurta quelqu'un juste devant la porte. Navré, grommela-t-il, un vieil homme minuscule. Au vieil homme minuscule qu'il avait manqué de faire tomber. Il se passa quelques secondes avant que M. Dursley se rendît compte que l'homme portait une cape violette. Le fait d'avoir été presque renversé ne semblait même pas avoir affecté son humeur. Au contraire, son visage se fendit d'un large sourire, tandis qu'il répondait d'une petite voix perçante qui lui attira le regard des passants. « Ne soyez pas navré, mon cher monsieur. Rien aujourd'hui ne saurait me mettre en colère. Réjouissez-vous, puisque vous savez qui a enfin disparu. Même les moldus comme vous devraient être heureux, devraient fêter cet heureux et très heureux jour. Et nous allons nous arrêter là, car ça fait 24 minutes maintenant, et que c'est beaucoup trop pour une vidéo. Non, je déconne, c'est juste que c'est pas mal, 24 minutes, c'est bien. De toute façon, le premier chapitre est fini. Promis. Je pense que je ferai genre plus ou moins 2 chapitres, comme ça à chaque fois. Et ça vous fera du contenu. Et voilà. Il y a très probablement une vidéo qui arrivera également. Une invocation, s'il vous plaît, pour retrouver les chaussures de Skyheart. C'est une idée que j'ai en tête. Je vais la développer et je reviens vers vous très rapidement. Merci d'avoir écouté. Tout ça, l'intro arrive, elle va être trop bien. Abonnez-vous, mettez un commentaire, n'hésitez pas à me faire des suggestions, etc. À proposer des choses. Je lis tous vos commentaires. Ah, je voulais dire ça. Et c'est vrai en plus. Et je supprime ceux qui sont méchants. Comme ça, c'est bon, dictature quoi. Voilà. Salut, à plus.